La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 10 mars 2025. Le titre ce matin, c'est le retour du mot en R. Les marchés boursiers ont tangué la semaine dernière, en particulier aux États-Unis, où les pertes de plus de 3% du S&P 500 et du Nasdaq suffisent à faire comprendre que l'ambiance n'était pas au beau fixe. C'est la troisième semaine consécutive de contraction à Wall Street. Côté Europe, les indices se sont nettement mieux comportés grâce à l'explosion haussière des actions de la défense, à la ruée vers les actions défensives et à la très belle performance des entreprises de matériaux. En revanche, la technologie, les valeurs cycliques et l'énergie ont piqué du nez, pendant que le secteur immobilier coté s'effondrait. Tous ces mouvements suivent une mécanique assez logique que je vais m'employer à résumer sans trop me perdre dans les détails ce matin. Évidemment, tout part des États-Unis, la politique déployée par Donald Trump qui consiste à modifier les règles du jeu mondial au profit de l'Amérique, la vraie Amérique, selon les termes du président américain, crée à la fois des points de friction, des risques économiques et une redistribution des cartes géopolitiques. Que l'on soutienne ou que l'on s'oppose au choix du président des États-Unis, eh bien c'est une réalité. Et la prise individuellement, ces décisions entraînent des conséquences relativement prévisibles. Par exemple, relancer une guerre commerciale peut avoir des conséquences sur l'inflation, non seulement aux États-Unis, mais aussi à l'échelle mondiale, et mettre l'Europe devant ses responsabilités financières en matière de sécurité devrait entraîner un accroissement des dépenses militaires sur le vieux continent, ou encore sabrer dans les effectifs de l'administration fédérale américaine fait enfler le chômage et peut avoir des conséquences sur la consommation, etc., etc. Quand ces bouleversements interviennent tous en même temps, l'art de l'anticipation est nettement plus délicat, et c'est ce qui se produit en ce moment. Sur les marchés financiers par exemple, ça se traduit par une ruée vers les actifs plus défensifs et les idées les plus évidentes. Parmi les idées évidentes, acheter des entreprises européennes de la défense puisqu'elles sont censées profiter du réarmement européen, ou acheter des entreprises du BTP ou des matériaux de construction parce que l'Allemagne a renversé la table la semaine dernière. Berlin a annoncé un vaste plan d'investissement dans la défense et les infrastructures qui enterre de facto des décennies d'austérité budgétaire. Et par ricochet, cette nouvelle posture allemande a fait exploser les rendements du Bund, et ça explique pourquoi les sociétés exposées aux taux d'intérêt, comme par exemple les entreprises immobilières cotées, ont pris un bon uppercut. Mais bien sûr, le père de tous les risques actuels, c'est la crainte d'un ralentissement économique aux États-Unis qui interviendrait dans le pire des scénarios en même temps qu'une accélération de l'inflation provoquée par les surtaxes douanières multilatérales. C'est l'une des raisons pour lesquelles Wall Street sous-performe actuellement par rapport à l'Europe notamment. Pourquoi ? Parce que Wall Street prend la menace au sérieux désormais. Vendredi, le patron de la Fed a toutefois permis aux indices américains de terminer la séance sur une note légèrement positive. Jérôme Powell a expliqué que la croissance économique n'est pas en danger, en tout cas à ce stade, tout en conservant quand même la ligne directrice selon laquelle la Banque centrale n'est pas pressée de reprendre ses baisses de taux. Les investisseurs qui sont toujours très optimistes pensent que la Fed agira si la situation part en cacahuète, mais ils savent aussi que la politique monétaire ne peut pas tout si des forces puissantes comme par exemple la stagflation sont à l'œuvre. Le climat est donc assez logiquement à la prudence du côté des financiers qui, je le rabâche une fois encore, détestent ces périodes d'instabilité qui rendent le futur moins prévisible qu'il ne semble l'être habituellement. D'ailleurs, Donald Trump a renforcé hier soir ce sentiment lors d'une interview avec Fox News en refusant avec une certaine honnêteté d'affirmer qu'il n'y aura pas de récession cette année, ou plutôt en expliquant détester prédire les trucs comme ça. Le mot en R, la récession, est malgré tout sur toutes les lèvres dans le secteur financier actuellement. On continue avec quelques infos à connaître pour bien démarrer la semaine. Au Canada d'abord, Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada et de la Banque d'Angleterre, a remporté la course pour devenir le prochain Premier ministre du pays. Elon Musk est venu ajouter sa voix au découplage militaire transatlantique en appelant à une sortie des États-Unis de l'OTAN pour forcer l'Europe à payer sa part dans sa propre défense. Pendant ce temps, l'Eurogroupe se réunit aujourd'hui et va discuter d'un emprunt commun et de financement pour la défense. En parallèle, Elon Musk a aussi affirmé que l'accès de l'Ukraine à Starlink ne sera jamais coupé, ça pourrait peser un petit peu sur la hype du moment autour de Telsat. On reste dans la région, les discussions entre les États-Unis et l'Ukraine reprennent, ce sera en Arabie Saoudite et ça démarre dès aujourd'hui. Les pronostics penchent pour une acceptation par Volodymyr Zelensky de l'accord sur les minerais proposé par la Maison-Blanche. Donald Trump a décoché la semaine dernière sa flèche du part en coupant ex abrupto le soutien militaire à Kiev pour forcer l'Ukraine à accepter un processus de paix aux conditions fixées par les États-Unis. Aux États-Unis toujours, c'est le retour du fameux shutdown. Les républicains devraient faire adopter à la Chambre des représentants un texte permettant aux administrations d'être financées jusqu'au 30 septembre, mais il faudra le soutien des démocrates au Sénat, ce qui pourrait donner lieu à de nouvelles passes d'armes. La date butoir est fixée au 14 mars à minuit. Je vous ai mis un lien vers un article qui explique tout ça dans la chronique écrite.
On passe à l'agenda macro. Aux États-Unis, l'inflation de février sera publiée mercredi, elle sera suivie par les prix à la production jeudi. Ce sont évidemment deux indicateurs majeurs à une semaine de la décision de la Fed sur ses taux. La Banque du Canada, elle, tranchera sur ses propres taux directeurs mercredi avec une baisse d'un quart de point en vue de 3% à 2,75% selon le consensus. Cette nuit, la Chine a annoncé une contraction de ses prix à la consommation plus élevée que prévu en février. On est à moins 0,7% sur un an contre moins 0,5% au consensus, et ça démontre une fois de plus que l'économie du pays reste très fragile. Enfin, l'agenda des sociétés, on a encore quelques résultats parmi les grands noms cette semaine. On a Oracle et Adobe aux États-Unis, Inditex, Generali et BMW en Europe, ou encore PDD, On-I et CATL en Asie. En Asie-Pacifique, justement, ce matin, l'Australie, la Corée du Sud, le Japon et l'Inde gagnaient 0,2 à 0,4% autour de 8 heures. C'est plus compliqué en Chine, notamment du côté de Hong Kong, où les valeurs technologiques sont en berne. Le Hang Seng perd 2,2% en séance, après, il est vrai, un parcours haussier impeccable au cours des dernières semaines. Les indicateurs avancés européens, ils sont assez nettement haussiers, en tout cas autour de 8 heures, par contraste avec des contrats US teintés de rouge. La volatilité reste évidemment assez forte, même si l'indice VIX s'est légèrement détendu par rapport à ses pics de la semaine dernière. Attention, les États-Unis sont passés à l'heure d'été au cours du week-end. La séance démarre donc à 14h30 heure de Paris à Wall Street aujourd'hui au lieu de 15h30 habituellement. On passe à l'actu des sociétés. En France, le Dupixent de Sanofi a le potentiel de devenir le premier et le seul médicament ciblé pour le traitement de la pemphigoïde bulleuse. J'espère que je l'ai bien dit. Total Energy abandonne un projet de centrale photovoltaïque en Guyane. Safran a été retenu pour le nouvel hélicoptère R88 de Robinson avec son moteur Ariel. Dassault Aviation a annulé une petite partie de son capital. On a une info sur une OPA aujourd'hui. La famille brésilienne Moreira Salles a lancé une OPA sur Veralia à 30 € l'action. On a aussi des petites actus du côté de Spartoo, de Teravet, de Versity ou encore de Blockchain Group au niveau des mid-cap et des small-cap françaises. Ailleurs en Europe, Porsche accuse une perte de 21,7 milliards de dollars après impôt en raison de la dépréciation de ses parts dans Volkswagen. Bain Capital et WPP, les propriétaires de Kantar, vont étudier la possibilité de vendre la branche World Panel de la société pour un montant d'au moins 5 milliards de livres sterling. Ça, c'est une info de Sky News. BBVA en Espagne annonce qu'elle va proposer des services de négociation et de conservation de Bitcoin et d'Ether en Espagne. ICMA, le groupe pharmaceutique britannique, serait en pourparlers avec des partenaires pour préparer la vente d'une version générique de l'Ozempic et du Wegovy de Novo Nordisk. Ça, c'est une info du FT. Mandatum et Gilly vont céder leur participation respective de 19,8 et 49,9% dans Saxo Bank au groupe suisse Safra Sarrazin, et Canal+ a déposé un recours devant le Conseil d'État dans un litige l'opposant à l'administration fiscale française. En Amérique du Nord, DoorDash, TKO, Williams Sonoma et Expand rejoignent le S&P 500. Borg-Warner, Teleflex, Celanese et FMC en sortent. On a par ailleurs Palantir, Intuitive Surgical et ServiceNow qui rentrent dans le S&P 100 à la place de Kraft Heinz, Ford et Dow Chemical. Tesla a effacé 1000 milliards de dollars de capi et a reperdu les 48% gagnés depuis l'élection de Donald Trump. Les USA renoncent à obliger Google à vendre ses investissements dans l'IA dans le cadre d'une affaire antitrust. Par ailleurs, Mantle Ridge prend une position de 1 milliard de dollars dans Cognizant selon le Wall Street Journal, et on a Hims et Hearst qui ferment son activité dermatologique qui s'appelle Apostrophe. Sur l'agenda des publis du jour aux États-Unis, Oracle, BioNTech et Franco Nevada. Enfin, ailleurs dans le monde, Palliser Capital presse Rio Tinto de renoncer à sa double cotation Londres-Sydney pour se concentrer sur Sydney. Nissan Motor devrait maintenir en activité 5 usines d'assemblage de véhicules au Japon dans le cadre d'un plan de restructuration selon les informations de Kyodo. Et enfin, Petrobras va payer 283 millions de dollars pour régler le litige qui l'oppose à EIG devant un tribunal américain. Voilà, c'est fini pour ce point de marché du jour. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.